faut nous rendre compte que nous vivons dans une civilisation qui a détruit la culture. Nous ne sommes jamais allés aussi loin dans la soumission de la vie à des critères totalement extrinsèques, c'est-à-dire utilitaires et technicistes. André Gorz, Gerhard Hirsch, Gérard Horst, Michel Bosquet. 4 noms pour une seule et même personne. Journaliste, philosophe, écologiste, économiste. Tu es né à Vienne en 1923 et mort ici, à Vonon, un petit village de l'Aube, avec ta compagne, Dorine. Vous avez mis fin à vos jours dans cette maison en 2007, après y avoir vécu durant 25 ans. Moi, je suis née dans ce village. J'y grandissais lorsque tu décidais de t'y installer. J'ai appris ton existence par hasard, il y a quelques semaines seulement, lorsqu'une équipe de télévision est venue faire un documentaire sur toi. Et quelqu'un ? Manon ? Elsa. Tu travailles ici ? Ouais, je suis bénévole à la bibliothèque. Et toi, de retour au pays ? Ouais, je suis venue voir mon père. Dis, j'ai croisé un camion de TV allemande là en venant. Tu sais pourquoi ? Ah, c'est peut-être pour notre philosophe local, André Gorz. Tu le connais ? Viens, je te montre. On n'a pas grand-chose. Tiens, tu peux commencer par ça. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si par impossible nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. Lettre à D. Cette déclaration adressée à l'amour de ta vie, Dorine, m'a bouleversée. Ça m'a donné envie de lire tes autres bouquins et de savoir ce que tu racontais sur la société, l'écologie, le travail. Mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de toi ? Et pourquoi être venu t'installer ici ? On ne peut pas dire que la région soit un modèle en termes d'écologie. Moi, si je suis revenue, c'est parce que Paris m'étouffait. Je suis rentrée chez mon père, à l'improviste, sans savoir pour combien de temps. Je suis en bonne santé, j'ai des amis, financièrement je m'en sors plus ou moins. Et pourtant, je sais pas. Nous vivons chacun des dimensions de la réalité de notre monde, nous les vivons en morceaux détachés. Et nous sommes nous-mêmes décomposés par cette façon de vivre une réalité que nous pouvons appréhender comme morceaux détachés. Nous sommes tous schizophrènes, c'est-à-dire que nous passons d'un plan à un autre et nous ne voyons pas la cohérence de ce passage. C'est ça la désorientation profonde de notre civilisation, et c'est ça la raison de la décomposition d'une culture du quotidien.
Je me souviens, nuit debout, comme un réveil en plein coma. Ce qu'on appelle la crise du sens, la crise d'orientation. Et l'expression, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux. Dans leur vie, ils ne sont plus chez eux. Dans le monde qu'ils habitent, ils ne sont plus chez eux. Dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. J'avais l'impression qu'on était nombreux à attendre ce moment. Beaucoup se sont exprimés. Pas moi. Je ne savais pas ce que j'attendais de tout ça. En France, le mouvement Nuit debout, comme celui des indignés auparavant, s'est éteint sans avoir donné naissance à grand-chose pour la plupart d'entre nous. Le malaise est resté là. Il continue à se chercher sans que personne ne puisse prédire quelle forme il prendra. Nous vivons avec l'économie capitaliste sous un régime où l'important, le but de toute activité n'est pas la création de richesse, c'est la création de valeur, c'est la création de choses échangeables et monnayables. Et ce qui n'est pas monnayable n'a pas de statut dans l'économie capitaliste. Donc l'amour, l'affection, la solidarité, le soin pris de la nature, tout le qualitatif est éliminé par la rationalité de la valeur, la dictature de la valeur. Dans les sociétés hypermodernes, ce qui manque, ce ne sont donc pas les possibilités d'acquérir une identité conforme au moi que je veux être. Ce qui manque, ce sont les activités chargées de sens par lesquelles les individus pourraient produire des rapports sociaux libres, fondés sur la reconnaissance mutuelle, et se produire comme des sujets de leurs actes. Car lorsqu'on ne peut se définir par ce qu'on fait, tout ce qui reste, c'est de se définir par ce qu'on est. La rationalité économique s'est imposée en fait à tous les champs de la vie. Elle a imposé la logique de la valeur. Et donc ce rouleau compresseur en fait, de la logique de la valeur fait qu'aujourd'hui, les individus sont un peu désorientés et ne peuvent pas appréhender véritablement la finalité de leurs actes et s'y reconnaître. Et donc, ont une tendance à ce repli identitaire. Toi aussi, tu as eu du mal à trouver ta place. Tu as été dans ta jeunesse un être torturé, auteur de Vie morte, un roman jamais publié où tu cherchais à démontrer que la vie n'a aucun sens, ainsi que du livre Le Traître, où tu analyses ton propre malaise. Mon père était juif et ma mère était catholique. Et comme tous les Viennois, comme tous les Centre-Européens, plutôt antisémite par sa tradition familiale. Ce qui fait que je suis né dans une famille où rien de ce qu'on pouvait attendre de moi n'était ce que je pouvais fournir. C'est-à-dire que l'attente des uns comme des autres était une attente que je ne pouvais pas satisfaire. J'étais donc par rapport à ma famille, à la culture originelle, aussi bien paternelle que maternelle, en porte-à-faux. Et toujours coupable de ne pas être ce qu'on attendait de moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'étais rejeté sur moi-même. Il n'y avait aucune vérité, aucune attente dont je pouvais dire voilà ce que je dois faire, parce que je ne pouvais pas. Donc j'étais un fils plutôt soumis à ma mère, qui essayait de correspondre à son attente à elle, tout en sachant que c'était impossible. Et comme elle attendait de moi que je sois un arien viril et germanique, il est évident que ma soumission à elle était exactement le contraire de ce qu'elle pouvait attendre de moi. De là vient de ce que j'appelle l'absence d'identité, c'est-à-dire que je suis né sans image de moi-même. Oui, André Gorz a été malheureux dans son enfance, en tout cas c'est comme ça qu'il a vécu, son adolescence aussi. Avec l'écriture du Traître, il a montré qu'il a été capable de transformer ce mal-être en une philosophie positive, grâce aussi à la lecture de Sartre, de l'existentialisme.
Gortz pense qu'on n'est jamais totalement aliéné, qu'il y a toujours des marges de rébellion, des marges d'autonomie qu'on peut construire. On peut définir comme ça sa philosophie. Mais il l'a dit lui-même dans un entretien où il résume cette posture. Il dit « Les individus ont à se construire eux-mêmes leur identité, à chercher eux-mêmes ce qui est juste, à former eux-mêmes électivement les communautés auxquelles ils puissent se sentir appartenir. Cette condamnation à l'autonomie est leur lot commun. » Grâce à toi, je suis sûre d'une chose. Il faut que les choses changent. Il faut vouloir autre chose. Mais quoi ? J'aurais aimé vous parler de la Saint-Valentin aujourd'hui. Hélas, le chiffre de la croissance française pour 2012 est tombé ce matin. Il est de 0%. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Si on était à 3% de croissance ou à 2% comme l'Allemagne... Il y a le consensus des économistes qui disent alors on est autour de 1,7. Les chiffres de croissance qui sont faibles. Mais oui, non, mais les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale. 1,2 au lieu de 0,8. On reste au-dessus de la croissance potentielle. D'ailleurs, l'Italie est un peu en retard. Et un 5 au lieu d'un... La réalité des chiffres. 0,9 au lieu de 0. La croissance a donc Elle passe à 1,6% de croissance. Croissance à 2% de croissance. On le sent bien dans la manière dont le terme croissance est prononcé. Il est chargé de jugement de valeur. Il désigne le bien et le but suprême. Son contenu est totalement indifférent. Seul importe son taux. La rationalité économique est formalisée en des procédés et des formules de calcul inaccessibles au débat, comme à la réflexion. Il ne reste que des débats d'experts. C'est vrai. La croissance, ça peut être tout et n'importe quoi. Payer quelqu'un pour briser une fenêtre et un autre pour la réparer, c'est faire de la croissance. La croissance, c'est l'augmentation de notre consommation. Je ne crois pas que c'est de cela dont nous avons besoin. Au contraire. Il faut aller vers une réduction de la consommation matérielle et de la consommation énergétique. Et qu'il faut le faire de manière drastique. Ce que disait avec d'autres mots, me semble-t-il, André Gortz, et en ce sens-là, il voyait loin, il sentait bien les choses, et donc c'est ça l'enjeu essentiel. La décroissance est donc un impératif de survie, mais elle suppose une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation et d'autres rapports sociaux. En leur absence, l'effondrement ne pourrait être évité qu'à force de restrictions, rationnement, allocation autoritaire de ressources, caractéristiques d'une économie de guerre. La sortie du capitalisme aura donc lieu d'une façon ou d'une autre, civilisée ou barbare. La question porte seulement sur la forme que cette sortie prendra et sur la cadence à laquelle elle va s'opérer. De quoi ai-je besoin ? De quoi avons-nous besoin ? Se nourrir, sans s'empoisonner, pouvoir respirer sereinement, boire de l'eau sans pesticides. Comment l'obtenir ? On a des types de sociétés qui sont dominées par l'État. Les individus comptent pas vraiment. C'est l'État qui va leur imposer un projet, une manière de vivre, etc. On a l'opposé, c'est laisser le marché faire. Et dans les deux cas, il y a ce que Gortz appelle une hétéronomie, c'est-à-dire que ce n'est pas les individus qui décident de leur vie. Dans un cas, c'est une structure technocratique liée au surplomb d'un État. Dans l'autre, c'est le marché. Mais on voit bien aujourd'hui avec le néolibéralisme et un marché mondial à quel point ça casse l'autonomie des individus. Et le projet général de l'écologie politique, c'est de desserrer l'étau, c'est de réduire au maximum ces deux emprises
et de développer la sphère autonome. Et c'est là effectivement qu'on aborde chez Gorz la notion de monde vécu. La défense de la nature doit donc être comprise originairement comme défense d'un monde vécu, lequel se définit notamment par le fait que le résultat des activités correspond aux intentions qui les portent. Autrement dit, que les individus sociaux y voient, comprennent et maîtrisent l'aboutissement de leurs actes. C'est-à-dire, effectivement, la société industrielle est une société qui va hyper développer l'hétéronomie. On va être envahi par toutes sortes d'objets, de choses dont je ne connais pas les modes de fonctionnement. Pour me les payer, il faut que je m'aliène, que je passe des heures à faire des choses qui ne vont pas forcément m'intéresser, etc. Donc, effectivement, c'est bien ça qu'il faut comprendre avec l'écologie politique à la Gorz, c'est que l'objectif, il est politique, mais au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire comment à la fois s'épanouir de façon juste au sein d'une société dont tout un chacun garde d'une certaine manière la maîtrise. Disons qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque de Gorz, quand il développe ses idées, fin années 60, courant des années 70, disons que l'état de l'environnement n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pour avoir bien connu Gorz, par exemple, quelque chose comme le changement climatique, ça ne l'intéressait pas du tout. Parce qu'à partir de ça, effectivement, ça devenait moins conciliable avec cette idée d'une autonomie et d'un rejet de l'hétéronomie. Enfin, mais voilà. Reprendre ma vie en main. Être capable de comprendre mes faits et gestes. Facile à dire. Les forêts, les routes, les machines qui m'entourent sont gérées par des gens dont j'ignore même l'existence. Seul, c'est impossible de reprendre pied. Il faut se regrouper, se réapproprier les choses du quotidien et définir ensemble ce qui est essentiel à nos vies, ce que tu appelles la norme du suffisant. La norme de suffisant, ça renvoie à un texte bien précis d'André Gorz, Gérard Horst, au XVIe siècle, les capitaines d'industrie qui proposaient des travaux aux paysans dans les campagnes, souvent du travail textile. À un moment donné, ils leur ont proposé de gagner plus, en travaillant plus. Et évidemment, les gens ont dit « mais ça n'a aucun intérêt pour nous. On n'a absolument pas envie de gagner plus. Et on a encore moins envie de travailler plus. » Et c'est très simple à comprendre. On est dans une société de type traditionnel. Là, on a affaire aux catégories plutôt modestes de la population. Ces gens n'avaient pas de publicité, pas de journaux, évidemment pas de télé, pas de web. Ils ne rentraient jamais dans une demeure plus luxueuse. Et donc en fait, contrairement à une certaine idée, ils n'avaient aucune envie d'avoir plus. C'était pas ce qui pouvait avoir sens dans le quotidien qui était le leur. Donc ils avaient une certaine forme de norme du suffisant. Ils pouvaient avoir des frustrations, mais plutôt relationnelles, etc. Mais en matière d'objets, ils n'étaient pas, comme nous le sommes aujourd'hui, soumis à des tentations incessantes. Et justement, la norme du suffisant, eh bien, c'est recomprendre que l'on appartient à un monde fini et que ce qui vous permet vraiment de vous épanouir et de vous construire, c'est pareil, c'est cette finitude du monde. C'est un petit nombre d'objets, c'est des relations, alors qu'elles sont ouvertes, mais en même temps, quand vous avez 1000 amis sur Facebook, vous n'en avez aucun. Donc, et c'est ça qu'ils pensent avec cette norme de suffisant. Alors, d'avoir pensé ça, d'avoir trouvé un mot pour le dire, là, il y a un moment de pensée extrêmement fort de
d'une pensée qui est très éclairante, et puis qui est très éclairante pour notre avenir. Parce que si on n'arrive pas à revenir à une norme de suffisant, on va tout détruire, ce qui n'était pas le cas du temps de Gorse. On ne va pas simplement détruire notre autonomie, on va détruire l'habitabilité même de la planète. Mais toi, André, pourquoi tu n'as rien tenté ici? Certes, tu menais une vie simple. Avec Dorine, l'un de vos plus grands plaisirs était de boire un thé tout en admirant vos arbres fruitiers auxquels tu tenais tant. Mais votre sobriété était individuelle. La dimension collective n'existait pas. Tu préférais t'en tenir à un rôle d'intellectuel qui observe le monde avec recul. Écrire pour toi, c'était exister. Il t'arrivait pourtant de proposer des alternatives bien concrètes. Les meilleurs produits sont ceux qui donnent satisfaction le plus longtemps et qui, par leur qualité esthétique, permettent qu'on s'y attache. Les meilleurs produits sont les plus durables, les plus faciles à réparer et à entretenir, les plus faciles à démonter en fin de vie pour en récupérer les métaux, ceux qui, à service rendu égal, consomment le moins d'énergie. Des incitations sont possibles. La TVA réduite sur les produits durables, l'indication de la durée de vie à côté du prix, le mode d'emploi décrivant les réparations les plus courantes, leur durée, leurs tarifs, l'indication sur tous les appareils de leur consommation d'énergie. On peut aussi faire mieux avec moins. Utilisation en commun permet d'obtenir des équipements qui dépassent les moyens d'un seul ménage. Elles peuvent aussi permettre des économies très importantes aux individus et à la collectivité. Quels sont les équipements à prévoir dans tout immeuble nouveau et dans les quartiers anciens pour tout îlot? Une laverie-buanderie, un local de séchage du linge chauffé par le circuit d'eau chaude, un atelier de bricolage, un local de jeu pour enfants et pour adultes, une salle de télévision, de projection et de musique. Mais alors, si mettre en commun est si avantageux, pourquoi consommons-nous autant? D'après toi, la société de consommation ne s'explique pas tant par la publicité ou la mode. Pour toi, c'est parce qu'on subit son travail toute la semaine que l'on veut consommer tranquillement le week-end. La société capitaliste crée le consommateur en coupant le producteur de son produit, bien mieux, en coupant le travailleur de son travail, en retournant contre lui ce travail, comme une certaine quantité prédéterminée étrangère de temps et de peine qui attend le travailleur à son poste et exige sa passivité active. Sa passivité active? Oui. Ah, dans mon boulot, c'est carrément ça. J'ai 1 million de choses à faire. Et c'est jamais moi qui choisis. C'est pareil. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Je suis en train de lire André Gortz, Réforme et Révolution. C'est bien, ouais. C'est hyper intéressant. Ça a l'air d'être un vieux bouquin.
nous organisons nos relations, nos loisirs, toute notre vie autour de notre travail. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas la notion de travail. Il y avait des besognes, il y avait des peines, les hommes de peine, il y avait le labeur, qui était essentiellement le travail du laboureur, il y avait l'œuvre, qui était l'activité des artisans qui œuvraient, qui créaient des produits entiers, qui étaient à la fois beaux et utiles. Et le travail était tout ce qui est pénible et désagréable. Nous avons pris l'habitude d'appeler travail tout et n'importe quoi. Le travail de la prostituée, l'activité du compositeur de musique, on parle du travail de l'écrivain, l'activité du peintre, du philosophe, tout cela est mis sur le même plan que le travail de l'ouvrier. Or, il y a là des contresens manifestes et périlleux. Car le travail au sens économique, qui est l'occupation dominante d'environ 90% des personnes actives, le travail au sens économique est quelque chose de spécifique, qui ne peut pas s'étendre indéfiniment à n'importe quoi. Il a pour caractéristique essentielle d'être une activité rémunérée, qu'on accomplit pour gagner sa vie, et dans laquelle ce qu'on gagne compte davantage que ce qu'on fait. Bonsoir. Il y avait quelque chose. Bonsoir. Ok, 2300. Ouais, c'est ça. Je ne dis pas que ce qu'on fait ne compte pas du tout dans les emplois rémunérés. Je dis qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'on fait par conviction, par vocation, par nécessité intérieure ou par goût, et ce qu'on fait pour gagner sa vie. Non, je ne travaille pas par conviction, ça c'est sûr. Et je ne suis pas la seule. On passe son temps à se plaindre de notre travail. Burn-out, surmenage, suicide. Pas de place à la créativité, à la lenteur, à la découverte. Certains apprécient leur travail. Moi aussi parfois, même si je... Tout travail se déroule dans 3 dimensions. Et le travail ne devient une activité autonome que s'il est auto-organisé dans son déroulement, libre poursuite d'un but qu'il s'est lui-même donné, humainement épanouissant pour la personne qui s'y livre. Et l'autonomie, pour Gortz, c'est pouvoir vouloir ce qu'on fait. André Gortz parle d'activité autonome. Et d'une certaine manière, en insistant sur le mot activité, il met un peu en opposition, cette fois-ci, la question de l'activité autonome du travail hétéronome, c'est-à-dire de ce qu'effectivement on nous demande de faire, ce qui nous est prescrit, et qui, dans la société capitaliste d'aujourd'hui, prend la forme emploi du travail, hein, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le travail salarié, mais c'est-à-dire un travail pour lequel, finalement, les personnes ou les individus n'ont pas tellement de prise réelle. On travaille 7 ou 8 heures par jour, sans savoir pour qui, ni pourquoi. Et en plus, il faut se battre pour ça. Toi aussi, André, tu as connu ces galères. Après avoir suivi à Genève, en Suisse, des études de chimie dont tu ne feras pas grand-chose, tu as traduit quelques romans et fait quelques piges pour un hebdomadaire de gauche avant de venir t'installer à Paris avec Dorine. Tu y as vécu de longues périodes de chômage et travaillé comme secrétaire, ici ou là. Puis après 5 années de précarité, tu as enfin trouvé un job de journaliste. Cela a permis de nourrir tes réflexions politiques, même si tu voulais écrire des livres, pas des articles. La situation s'est empirée depuis. Trouver un boulot alimentaire correct, aujourd'hui, c'est presque inespéré. Nos sociétés savent produire de plus en plus de richesses avec, maintenant, de moins en moins de travail. Et elles ne savent pas quoi faire de ces économies de travail, nos sociétés. Elles sont complètement braquées
sur l'idée que le travail doit être à la fois le devoir et l'éthique, le sens et le but de la vie de chacun. Et tout en affirmant cela, elles réduisent de plus en plus la part que ce travail peut jouer dans la vie de tous les individus. Le chômage, ce n'est pas simplement l'exclusion par le non-travail. Ça finit par être ça quand on est trop longtemps sans travail. Oui. C'est la condamnation à ne pas pouvoir utiliser ses capacités dans la société pour la marche de la société. Et prétendre que l'on va régler ce problème en créant des emplois de pompistes, d'accompagnateurs, d'hôtesses ou d'hôtes dans les gares, etc., c'est vraiment se faire des illusions. On pourrait tous travailler un peu moins. Au lieu de ça, on multiplie les métiers de services précaires, on ubérise. Si vous payez une personne pour nettoyer et entretenir votre logement, elle mettra autant de temps que vous pour le faire. Mais vous vous déchargez sur elle de vos 2 heures quotidiennes de ménage en faisant faire ce ménage à votre place. Est-ce que ça a une rationalité économique? Absolument pas. La société n'y gagne pas de temps. Ceux qui gagnent du temps, ce sont ceux qui payent autrui pour faire à leur place un travail qui leur déplaît. Encore, cette chose n'a-t-elle aucune rationalité si, pour payer une autre personne à faire 2 heures de travail à votre place, vous devez vous-même travailler 2 heures de plus? C'est une chose qui n'a de rationalité apparemment économique que si vous, pendant les 2 heures que vous travaillez, vous gagnez beaucoup plus que la personne que vous payez pour faire votre ménage. Et alors, mon objection de fond à l'idée que la société de demain sera une société de service aux personnes, c'est celle-là. Pour qu'il y ait une société de service aux personnes, il faut qu'il y ait des personnes qui gagnent beaucoup plus que celles par lesquelles elles se font rendre des services. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup de gens employés pour vous porter des repas chauds à domicile, pour vous livrer votre journal, pour vous faire vos courses, eh bien, il faut qu'il y ait une couche de population beaucoup mieux payée pour son travail que les personnes que j'appelle des serviteurs, qui sont payés pour les servir. On peut mieux répartir l'emploi. Je ne suis pas d'avis que les économies de temps de travail réalisées grâce aux mutations techniques sont nécessairement équivalentes avec des suppressions d'emplois. Le fait qu'aujourd'hui on supprime des emplois lorsqu'on économise du temps de travail, à mon avis, est une façon perverse de ne pas vouloir utiliser une richesse qui est la richesse du temps libéré, qui est une ressource en elle-même, qui a une valeur en elle-même, laquelle n'a pas une valeur marchande, mais qui a une valeur existentielle. Ce n'est pas un problème qu'il y ait moins de travail, au contraire, c'est une chance. Il faut nous habituer à vouloir que le temps disponible soit un temps fort de la vie, et non le temps subalterne qui reste après le travail. Pour lui, le temps libéré du travail, du travail hétéronome, du travail subi, ce temps libéré est une richesse qui a une valeur existentielle. Dans un emploi, dans une activité salariée, eh bien finalement, on vend notre temps. Et le temps libre ne doit pas être un temps où on achète aux marchands, sous la forme de consommation finalement, du temps de loisir, mais qui ne soit pas un temps dont on a décidé soi-même la propre vocation, les propres finalités. Je ne veux pas passer ma vie qu'à travailler. Je veux avoir le temps de rêver, marcher, faire pousser des carottes, cuisiner, danser, bricoler.
Coucou Elsa. Salut. Dis, est-ce que tu aurais des livres sur le revenu universel? Le revenu universel, on n'a pas grand-chose. Rien? Catin. Ah. Le revenu universel est une allocation versée chaque mois à tous les citoyens et citoyennes d'un pays sans aucune condition. Cette somme serait cumulable avec d'autres sources de revenus comme les salaires. Cette mesure attise la polémique. Pour ses détracteurs, le revenu universel encouragerait l'inactivité, la paresse ou encore l'assistanat. Selon eux, celles et ceux qui décideraient de ne pas travailler profiteraient de ce système sans participer à son financement. Au contraire, pour ces partisanes et partisans, il permettrait à chacun et chacune d'être réellement libre de pouvoir exercer un travail salarié ou de se consacrer à des activités bénévoles. Ce serait donc un moyen d'encourager des activités utiles qui ne sont pas rentables dans le système marchand actuel. André Gortz a développé très tôt, dès les années 80, une idée assez originale qu'il reprend en réalité de syndicalistes suédois, celle d'un revenu à vie en échange d'un temps de travail réduit que les travailleurs pourraient répartir comme bon leur semble sur des périodes de 5 ans, 10 ans, etc. Et cette idée va à l'encontre du revenu inconditionnel, puisqu'il y a un échange de travail qui est demandé. Il faut effectivement permettre aux gens de faire pour eux-mêmes ou pour les autres des choses qui n'ont pas de sens économique, mais il ne faut pas pour autant leur dire qu'il n'y a pas besoin de travailler. Chaque individu naît avec une dette envers la société, de savoir qu'il a cette dette est pour lui la source de son droit. Et qu'une personne qui touche l'allocation universelle, au nom de quoi voulez-vous qu'elle revendique? Alors que si elle est tenue de travailler, mettons, au moins 800 heures par an, eh bien, elle a le droit de revendiquer. Elle a des droits sur la société. Elle est un vrai citoyen ou une vraie citoyenne. C'est seulement en 96-97 que Gortz change de position et adhère à l'idée du revenu d'existence. Et c'est dans ce livre « Misère du présent, richesse du possible » que Gortz développe sa nouvelle conception. Il dit un revenu d'existence très bas est une subvention aux employeurs. Elle leur permet de se procurer du travail en le payant en dessous du salaire de subsistance. C'est pour cela que ce revenu d'existence doit être suffisant. Faute d'être assurés d'un revenu de base suffisant, les employés seront continuellement à la recherche d'une vacation, d'une mission d'intérim, donc incapables d'un projet de vie multi-active. L'allocation à tout citoyen d'un revenu social suffisant relève d'une logique inverse. Le revenu social de base doit leur permettre de refuser le travail et les conditions de travail indignes. Il doit non pas dispenser de tout travail, mais au contraire rendre effectif le droit au travail, sans que sa rentabilité, sa valeur d'échange ait besoin d'entrer en ligne de compte. Alors, si Gortz change d'avis, c'est parce qu'il s'aperçoit que l'économie a changé et que désormais les phénomènes de l'automatisation, de la robotisation font que d'une part il y a moins de travail disponible
et que la nature du travail ne se soumet plus aux contraintes du salariat. Il peut y avoir un travail intellectuel qui échappe, et il faut donc donner la possibilité aux gens de produire en dehors du travail subordonné une autre richesse à travers des productions locales, coopératives, collaboratives, etc. Est-ce que c'est possible de financer un tel revenu suffisant ? Quelques éléments chiffrés pour vous convaincre qu'il est possible de financer un revenu inconditionnel. D'une part, la France est un pays riche. La France dispose du 5e PIB mondial avec quelques 2700 milliards de dollars de PIB. En France, le revenu disponible moyen s'élève à 1 720 € par mois par personne. Après prélèvement des impôts, après versement des différentes aides sociales. Si le revenu disponible moyen par tête est de 1 720 €, il est forcément possible de garantir à tous 1 000 € par mois. Forcément, mathématiquement. Que peut-on conclure de tout ça ? Qu'il est possible de verser un revenu suffisant à tous, sans organiser des coupes budgétaires majeures dans le budget de l'État, dans le budget de la protection sociale. Donc ça, c'est pour rappeler qu'il s'agit d'un faux problème. Maintenant, ça soulève effectivement de vraies questions. Une fois qu'on parle de revenu inconditionnel, il y a des tas de questions qui sont soulevées systématiquement. La question de notre rapport à l'emploi, au travail, il en a déjà été question aujourd'hui. La question de notre rapport à la pauvreté, au partage des richesses, il en est également question aujourd'hui. La question du suffisant, de l'assez, du trop. Tout cela, il doit en être question. La question du partage des tâches pénibles, les tâches ingrates, les tâches gratifiantes, à mon sens, est soulevée également par le revenu inconditionnel. Est-ce que si d'un seul coup vous avez un revenu qui tombe tous les mois, garanti, est-ce que ça changerait quelque chose dans votre vie ? Est-ce que tu as fait des études par exemple par rapport à ce que possiblement tu pourrais gagner, possiblement... Oui, oui. C'est sûr que si j'étais sûre d'avoir un revenu, je ferais peut-être plus... j'adore l'équitation, je ferais peut-être plus quelque chose en rapport avec les animaux, où c'est sûr que ça ouvre des portes, quoi. Ouais. C'est sûr. Mais moi j'aime travailler. Ouais. Il faut que je travaille, je pourrais pas rester à la maison. Ouais. Donc, ou alors il faudrait que le salaire soit vachement. Mais un salaire normal, non, j'aimerais bien aller travailler quand même. En plus du salaire qui tomberait tous les mois. Même si je suis pas payée. Ouais. Sur l'autre, si j'ai que le salaire qui tombe. Ouais. Mais j'ai besoin de voir du monde, de voir des enfants, Donc quelque chose de bénévole, quelque part, une activité bénévole qui arriverait... Pour sortir du... Vous savez quel genre d'activité qui... Non ? Dans le monde des enfants. Et qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien en fait ? Parce que le travail comme ça organise beaucoup quoi. Donc, vous savez qu'à la retraite, il faut s'organiser aussi. Hein. Ouais. On n'a pas le temps de tout faire, je suis désolé. Est-ce que vous continueriez à travailler ou pas ? Ah oui. Ouais. Oui, parce que moi j'ai toujours été habituée à travailler, donc ça ne changerait pas. Non, je continuerai à travailler. D'accord. Parce qu'il y en a qui ne feraient rien. Ouais. Il y en a qui profiteraient un petit peu de ça pour peut-être ne rien faire. Ouais. Qu'est-ce que ça changerait ? Ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Oui, déjà, j'achèterais une maison, je pourrais me permettre d'avoir des crédits, ou au moins un pour une maison déjà. Ouais. Enfin, ça changerait beaucoup de choses. Et est-ce que vous feriez toujours là, vous êtes intérimaire, donc vous choisissez pas forcément les missions, ou vous les choisissez peut-être les missions que vous faites ? Oui, je les choisis. Quand même. Et vous continueriez à faire ça ? Ouais, à travailler, oui. Ouais. Peut-être pas dans ce domaine-là, mais je continuerai à travailler quand même. Ouais. C'est du grand n'importe quoi. Grand n'importe quoi pour vous ? Oui. Alors, sur le salaire universel, je pense qu'il est nécessaire. Pour des êtres humains, soi-disant solidaires. Vous savez, liberté, égalité, et puis qu'est-ce qu'il y a après ? On ne se souvient plus. Fraternité. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laisser crever les gens. Moi personnellement, oui, je trouve que c'est bien parce que tout le monde a besoin d'un minimum pour vivre. Hein. Que ce soit
Même les étudiants maintenant, les 3/4 sont obligés de travailler pendant leurs études, ce qui fait que leurs études sont menacées des fois, par moment, parce qu'ils travaillent trop. Tout dépend de l'individu de toute façon. Il y en a qui travaillent, qui ne font rien en dehors de leur travail, qui rentrent à la maison, puis voilà, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils ne vont pas, ils vont nulle part. Donc ils feront idem la même chose en étant en retraite. Ils n'iront pas, voilà. Donc déjà ce lien de travail, ça les oblige quand même à avoir des contacts avec les autres. C'est tout. Pour que ce soit un système qui marche, il faut que tout le monde y mette du sien. Il ne faut pas que les gens restent passifs et que du coup il n'y ait plus d'activité dans le pays. Ah mais non, ça n'empêche pas de... Donc ça veut dire que là, ce que tu es en train de faire poindre comme idée, c'est qu'à partir du moment où on touche à une sorte de salaire universel, il faut qu'en échange, chacun s'engage bénévolement dans quelque chose qui puisse faire cohésion sociale et marcher permettre de faire marcher la société. Parce que, moi je pense comme toi. Il y ait quand même de l'argent qui rentre si on veut faire un revenu universel. Moi je pense que l'idéal, c'est effectivement le revenu universel pour tout le monde et une société qui s'entraide. Par exemple, toi, tu apprends l'équitation à quelqu'un d'autre, chacun apporte ses connaissances à l'autre et je pense qu'on vivrait très bien comme ça. On serait nettement plus heureux, je pense. Au fond, qu'il s'agisse du revenu universel, du travail, de notre consommation ou de notre place dans le monde, ton objectif est de nous rendre l'autonomie. Aujourd'hui, je ne me sens pas libre, loin d'être émancipée. C'est violent de me lever tous les jours sans vouloir ce que je fais. Où trouver l'autonomie ? À Bure, des militants s'opposent à la construction d'une énorme poubelle nucléaire. Tous les déchets radioactifs de France et une bonne partie de ceux d'Europe sont censés y être enterrés. Peut-être que dans ces lieux de lutte, les gens ont un autre rapport aux choses et à l'autonomie. Allons voir. Passer un certain seuil d'industrialisation de nos moyens de vie, notre autonomie, notre sphère d'autonomie individuelle, au lieu de s'agrandir, est détruite. Je peux formuler ça autrement. Je dirais que, passé un certain point, les outils par lesquels l'homme prétend dominer la nature se retournent contre lui comme le dominant lui-même. C'est-à-dire qu'il est dominé par les outils de sa domination sur la nature. La technologie serait-elle le problème ? Faudrait-il arrêter le progrès technologique pour se sentir émancipé ? La question n'est pas tant de le freiner que de l'orienter. C'est-à-dire de l'orienter dans des voies qui augmentent l'autonomie de la personne et de la société vis-à-vis des contraintes que l'on appelle aujourd'hui économiques ou techniques. Il y a chez Gortz donc cette distinction entre les technologies, qui dit verrou d'un côté, et technologies coopératives, conviviales, ouvertes, qui est en fait une distinction qu'il trouve chez Ivan Illich, dont il a participé à introduire la pensée en France. Et ça lui permet de préciser la façon dont les techniques que nous utilisons, techniques ou technologies, organisent les relations entre les gens. Alors il y a deux types de technologies. Les technologies verrou, qui sont des technologies centralisées, hiérarchisées, sur lesquelles les utilisateurs ont peu de poids, peu d'impact. Typiquement, c'est l'exemple sur lequel il a beaucoup travaillé, du nucléaire. À partir du moment où on choisit d'avoir une énergie nucléaire, assez naturellement va se mettre en place un système centralisé hiérarchique. On a besoin de contrôler l'accès aux matériaux, on a besoin de contrôler son acheminement, on a besoin de contrôler son utilisation et son recyclage. Tout ça va entraîner une militarisation, une culture du secret, parce qu'évidemment on ne veut pas que n'importe qui puisse avoir accès à ce matériau ou aux infrastructures. Infrastructures qui elles-mêmes sont extrêmement colossales, donc demandent un investissement très important et un fonctionnement
fonctionnement très encadré. À l'inverse, on va avoir des technologies ouvertes. Alors les technologies ouvertes n'entraînent pas nécessairement une société non centralisée et non hiérarchique. C'est pas du tout une nécessité. Et c'est ça que nous dit Gortz quand il dit que il y a toujours besoin de volonté politique. Il faut toujours vouloir prendre en charge la façon dont on veut vivre et notamment prendre en charge la façon dont les techniques vont organiser notre société. Là encore, si on reste sur l'exemple de l'énergie, on le voit très clairement, avec l'éolien et le solaire, on a la possibilité d'avoir soit de grosses unités de production qui s'inscrivent dans la tradition classique de la production d'énergie, centralisée, hiérarchisée, avec des spécialistes, un échelon de direction très éloigné des consommateurs, ou alors des productions régionales, locales, voire individuelles. Et l'idée de Gortz, c'est de dire la technologie est politique. Et on ne peut pas se contenter de calculs d'efficacité, de rapports d'experts sur les risques sanitaires, les risques environnementaux. Et si on est en démocratie, eh bien, ça doit être pris en charge démocratiquement. En France, précisément, nous sommes traditionnellement attachés à des technologies qui laissent à l'État l'initiative de tout faire et qui font du citoyen un consommateur. L'électronucléaire, pour moi, c'est cela. C'est taisez-vous, on fera votre bonheur, que vous le veuillez ou pas. Le fonctionnement ne peut être assuré que par une militarisation du travail comportant une hiérarchie et une discipline extrêmement rigide. Donc nous avons bien là un effet de domination de l'outil qui se retourne sur l'homme. Hello. T'es perdu? Un peu, ouais. Je cherche un endroit en fait pour planter la tente. Viens chez moi. J'ai un grand terrain. Vraiment? Ouais. Ok, c'est loin? Non, 1 kilomètre. Ok, je suis. Tu viens de où? Là, de Bure. Ah, de Bure? Ah, bah en plus, on va causer. Alors là, on va en causer. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Bah, je voulais voir Bure. Bure? Ouais, je voulais comprendre. Enfin, essayer de comprendre. T'as compris qu'ils allaient y mettre 80 000 mètres cubes de déchets, à moins 500 mètres sous terre, qu'on allait construire près de 300 km de galeries. Il y a des risques d'incendie, d'explosion, des risques sismiques aussi. Et si jamais il explose, ça veut dire qu'une rivière comme celle-là, par exemple, elle devient radioactive, elle se jette dans la Marne, dans la Seine. Ça veut dire que tout le bassin parisien, à terme, il sera aussi contaminé. C'est pas une affaire de Meusien, hein, ce projet, c'est toute la France qui devrait être concernée, voire l'Europe. T'as rencontré les jeunes, Bure? Ouais, un petit peu, ouais. Ils ont occupé le bois qui était destiné au début des travaux de l'Andra et ils l'ont occupé pendant plus d'1 an. Vous avez quand même construit tout un système dans le bois, quoi, toute une micro-société, on va dire. Oui, il y avait une bonne ambiance, une bonne dynamique. D'ailleurs, on y faisait nos réunions, on a fait divers événements. Moi, je trouve effectivement que c'était très positif, mais l'expulsion a tout anéanti. Hein. C'est dramatique, hein, ce qui s'est passé. Et puis, depuis, il y a 1 ou 2 compagnies de gendarmerie qui est là sans arrêt, ça crée des tensions. Enfin bon. Bon alors, tu veux planter ta tente ici? Bah ouais. Regarde là-haut. La question de l'autonomie et de l'émancipation dont on a parlé avec Gortz à un autre moment est une aspiration profonde des gens qui vivent sur place, qui essayent, et ça n'est pas facile, je ne sais même pas si on peut dire s'ils y arrivent, mais de revivre des formes hors pouvoir, non hiérarchiques, d'échapper ou d'atténuer le rapport marchand et le rapport monétaire et d'essayer de vivre dans une sobriété très grande et un assez grand inconfort, souvent un mode de vie autonome. Et voilà, mais sans doute emploierait-il d'autres mots. Donc, J'ai envie d'en savoir plus, de me confronter à la réalité de ces habitantes et habitants rencontrés au gré du voyage, d'entendre leur vécu, de prolonger ta pensée. Mais en fait, c'est... Comment vous êtes rentré en fait dans la lutte là?
première fois que je me suis intéressé au projet, c'était les déchets nucléaires, il faut bien les mettre quelque part. Je trouvais que c'était bien. Je disais oui, il faut bien les mettre quelque part, pourquoi pas chez nous. Et puis je suis tombé sur un tract des opposants, et les yeux me sont tombés des orbites. J'ai dit mais ils ont raison, ces gens-là, c'est pas possible. Mais non, il ne faut pas les mettre quelque part, il faut s'en occuper, c'est pas absurde, on ne va pas les enterrer, c'est de la folie. Et la colère m'a pris tout d'un coup, comme ça, à la lecture de ce document. Et devenir la poubelle nucléaire du monde. Et on va vous faire quelques petits cadeaux sonnants et trébuchants. Vous allez avoir votre toiture qui va être refaite, ou votre club de pétanque qui va être financé. Tout ça, c'était horrible, comme ça m'a écrasé, ça m'a abattu, ça m'a rendu foutrage aussi. C'est le sentiment d'impuissance. Il y a des structures, des gens et des structures qui décident à ta place, et toute une logique qui s'impose à toi, non seulement sur les injustices sociales, mais sur les modes de vie, tu n'es maître de rien. On ne lutte pas simplement contre le nucléaire, on lutte contre un système dont le nucléaire est un symptôme en fait. Et à partir de là, quand on est arrivé à Bure, avec un certain nombre de gens qui étaient dans cette pensée-là, on comprenait que c'est un engorgement du nucléaire en fait. On arrive à ce point où la filière nucléaire n'a pas pensé les déchets au départ et a essayé pendant des années de résoudre le problème, mais n'a pas résolu le problème. Acheter les déchets dans l'océan, ils ont fait ça pendant des années, puis à un moment ils ont bien dû trouver des solutions. Et ils sont arrivés à ce point où ils sont en échec en fait. La filière nucléaire est obligée de s'arrêter si elle ne résout pas cette question en fait. C'est dingue de ne pas avoir pensé aux déchets. Mais concrètement, ça signifiait quoi cet engagement pour vous ? J'ai arrêté de travailler, j'ai lâché mon appart, j'ai changé toute ma vie en fait. En arrivant ici, vraiment j'ai remis fondamentalement en cause ma vie telle qu'elle était. Vous avez dû expérimenter un tas de choses. Au moins l'idée qu'on peut se réunir, discuter ensemble de notre cadre de vie, discuter ensemble de comment on organise le monde et tout ça. J'imagine que ça doit être ultra prenant ça. On est totalement dedans en fait, on est totalement viscéralement, émotionnellement, humainement, sentimentalement, tout est mis dedans en fait, on se met entièrement dedans. Et c'est extrêmement difficile aussi d'un point de vue, à certains moments ça peut être aussi euphorisant que ça peut être totalement déstructurant et au bout d'un moment, on est un certain nombre à se sentir aussi en total décalage avec le monde qui nous entoure. On est en rupture, on est vraiment en rupture. On entend souvent, c'est bien, vas-y, fais-le, c'est bien ce que tu fais, ou c'est bien ce que vous faites. Ça m'est devenu insupportable, ça. Je veux retourner dans le monde réel, je veux plus être vu comme un extraterrestre militant qui... et du coup, ben voilà, ici j'ai l'impression, il y a le Christophe qui n'arrête pas de m'engueuler. Ça c'est le vrai monde, quoi. On va l'écouter. Mais on va... Comment il respire. Non, la fin en soi, c'est de changer cette foutue société, de foutre le cul en l'air à ce monde qui rend les gens malheureux, quoi, qui nous prive d'une partie de notre âme. Donc je te fais rentrer dans la maison, voilà. Salut. Merci de me loger. Ma fille, Sarah. Et Monsieur Pogo. Salut. Voilà. On était en train de prendre une tisane, tu veux quelque chose ? Ouais, c'est cool. J'ai vu plein de monde là. Et toi, tu me disais que vous aviez occupé toutes les deux, vous aviez été au Bois le Jus là ? Oui, on est arrivé en juin 2016 au Bois le Jus. D'accord. Suite à un truc Convergence des luttes. Et toi, tu y es avec ma fille et puis mon fils. Et du coup, on a sympathisé avec l'équipe qui était en place dans le bois. Ouais. Et puis on a décidé d'y rester, donc on a été acheter des toiles de tente et on est retourné camper avec eux. C'est vrai, comme ça, spontanément quoi. Ouais. Il n'y a pas de camping municipal dans le coin, donc on avait trouvé que là-bas c'était sympa. Donc, du coup on est resté là. On pensait que comme il y avait eu les recours de justice qui étaient en notre faveur, on pensait que l'expulsion n'aurait pas lieu, puisque le bois le Juc légalement n'était pas à l'Andra. Donc pour nous on s'est dit on ne peut pas expulser un bois qui à la limite appartient à une population. Et ils l'ont fait quand même. Mais j'ai filmé l'expulsion, j'ai filmé
les convois de gendarmerie. Et tu vois les affaires d'un copain, tu vois les affaires d'un autre. Désolée. J'ai du mal avec ça. C'est normal en même temps. Et je le savais, hein. C'est normal. Aborder ce sujet-là à chaque fois, c'est, tu vois, ça fait 2 ans que ça s'est passé, et c'est toujours vachement à vivre, quoi. En fait, tu le vis un peu comme si on vous empêchait de prendre votre autonomie et de vous créer un espace social où les enfants, les animaux, l'échange culturel, il se fait comme vous l'aviez désiré, décidé. Peut-être pas désiré ou décidé, parce que ça s'est un petit peu imposé à nous. Après, on a idéalisé. Comme je disais, à un moment donné, on a idéalisé cette lutte. Parce que on était bien ensemble, parce qu'il faisait beau, c'était l'été, il y avait les toiles de train, c'était festif, et puis il y avait plein de réunions, plein d'organisations. Enfin, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. C'était en train de se construire tout doucement, avec recours à l'extérieur quand même, mais petit à petit. Et sur la culture aussi. Sur la culture, il y avait eu des plantations de légumes. Il y a eu le champ de patates. Par exemple, sur des terres squattées à Londra, il y a des gens qui ont planté des patates. Et on a récupéré les patates, on a fait une énorme soirée, je sais plus comment ça s'appelait, on va friter Londra, ou je sais pas trop, où on avait fait, tout le monde avait fait des frites avec les patates récupérées du squat du champ de Londra, quoi. La reconstitution d'un monde vécu vivable suppose des villes polycentriques, intelligibles, où chaque quartier ou voisinage offre une gamme de lieux accessibles à toute heure. Une profusion de crèches, de jardins publics, de lieux de réunion, de terrains de sport, ateliers, salles de musique, théâtres, biblio-vidéothèques, des immeubles d'habitation dotés d'espaces de circulation et de rencontres. Les sensibilités changent déjà. Mais ce changement culturel reste pour chacun une affaire personnelle, privée, aussi longtemps qu'il n'est pas traduit par une nouvelle organisation de l'espace social. Ton utopie est un moteur et une boussole. Elle nous donne du recul par rapport à l'état des choses existants, à la lumière de ce que nous pourrions et devrions faire. Pourtant, il nous faut bien composer avec cet état des choses. Si tu es venu t'installer à Vonon, c'est surtout parce que ta compagne, Dorine, était gravement malade. C'est grâce à Ivan Illich que Gorz se sensibilise aux problèmes de la médecine. Il s'aperçoit que la médecine s'intéresse davantage aux malades qu'aux causes sociales qui produisent beaucoup de maladies. Il s'aperçoit aussi que la médecine peut rendre malade, et il écrit des articles dans le Nouvel Observateur dans les années 70 sur ce thème. La médecine a quelque chose de très ambigu. Elle a à la fois un rôle charitable qui est, mettons, de soulager ceux qui souffrent, et un rôle, mettons, de reproduction de la force de travail qui est de réparer quelqu'un qui s'est détraqué afin qu'il puisse retourner au boulot et se redétraquer une nouvelle fois, puisque c'est de ça qu'il se détraque en fin de compte. La santé est la capacité de s'adapter ou de faire face au milieu, et j'ajouterais, mais aussi de changer le milieu quand on ne peut pas s'y adapter. Je crois que la santé est une tâche et non pas un état. Et ironie de la chose, c'est au même moment où Dorine tombe malade, victime en quelque sorte de la médecine, puisque un produit de contraste suite à une myélographie s'enquiste chez elle et produit une maladie chronique qui la fera souffrir toute sa vie.
C'était une journée de l'hiver du début de l'année 2003 et j'étais donc venu à Vonon et on avait eu un long échange le matin avec André Gortz. Et donc, comme ça lui arrivait assez souvent, il m'avait proposé que nous allions manger au restaurant à Saint-Florentin. Et puis, le moment le plus marquant, évidemment, ça a été le retour vers la maison, au village de Vonon. Et donc, quelques kilomètres avant l'arrivée, on était en train de parler de Dorine. Moi, j'aimais beaucoup Dorine. Hein. C'était quelqu'un de très plaisant, de très marrant. Et donc, évidemment, ce jour-là, elle n'était pas restée avec nous parce qu'elle était souffrante. Et donc, on en est venu à parler de sa santé. Et à ce moment-là, donc André Gortz m'a dévoilé, m'a mis dans la confidence du projet de suicide à deux. Et ça a été pour moi, évidemment, un moment de saisissement parce que nous étions tous les deux dans la voiture, moi au volant. Et en fait, sur le moment, j'étais tellement sidéré par l'annonce qu'il était en train de me faire, et puis surtout le fait qu'il me mette dans la confidence, que je n'ai absolument pu rien dire. Et heureusement, on était en train d'arriver devant la maison, ce qui fait qu'on est sorti de la voiture, on est rentré dans la maison, et d'une certaine manière, on a repris la conversation qu'on avait laissée en plan quelques heures plus tôt, mais après, quand je venais à Vonon, finalement, la première question que je posais, c'était « Comment va Dorine ?» Votre amour était si fort que vous n'envisagiez pas de partir l'un sans l'autre. Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 cm. Tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble. Et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau, au creux de ma poitrine, un vide dévorant, que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. J'ai toujours dit, ce qui restera de nous, et en particulier de moi, c'est les arbres. Je me demande si tu n'exagères pas quand tu dis 200. Mais il y en a 200. En comptant celles qui ont été plantées ensuite dans le terrain même, je crois que dans le terrain même, il y en a déjà 200. Nous savons que des possibilités de libération, d'émancipation, de développement et d'enrichissement de la vie s'offrent à nous qui n'ont jamais existé avant. Nous savons qu'il serait possible, par exemple, de réduire la durée du travail de façon à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Commencer par être, je ne sais, ouvrier pour devenir ensuite médecin ou votre propre médecin. Passer plusieurs années de votre vie à construire votre propre maison de vos propres mains. Prendre en main l'éducation et la formation de vos enfants, si vous pouvez en avoir. Développer des activités artistiques et culturelles. Fonder votre orchestre, par exemple, devenir musicien. Développer d'autres nouvelles technologies. Des technologies plus conviviales, permettant une plus grande part d'autoproduction rationnelle. Apprendre à faire votre pain, etc., etc. Il n'y a plus à attendre. Il faut se consacrer à mettre en place ton utopie.
pouvez militer là où vous vous trouvez, exercer une pression irrésistible sur les forces politiques dominantes pour qu'elles acceptent l'idée que le travail, ce n'est pas nécessairement le travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres activités qui sont humainement enrichissantes et socialement productives, et qui sont des activités qui se déploient qu'en dehors de la sphère du travail rémunéré.